Donc, bienvenue à ce webinaire sur le télétravail et les impacts sur la cybersécurité. Donc, je me présente, je m'appelle Laura Nugre, je travaille à Laval Mayenne Technopole et j'anime la filière du numérique en Mayenne. Donc, dans l'animation de cette filière, on vous propose des événements thématiques, comme ce matin, on en organise tous les mois. On diffuse également des informations autour du numérique sur nos supports de communication. On a une newsletter mensuelle, notre site internet et nos réseaux sociaux. Dans ces informations, vous pouvez retrouver tous les événements organisés sur le territoire, des informations sur les entreprises, des appels à projets et puis des concours. Et on a également toute une partie sur l'emploi. Donc, dans l'emploi, on diffuse toutes vos offres et on diffuse également des CV de candidats dans le numérique qui recherchent un emploi, un stage ou une alternance. Donc, si jamais vous avez des offres d'emploi ou si vous recherchez des profils en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Et d'ailleurs, sur cette partie, on organise le 26 novembre prochain le stage d'éthique numérique avec l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de Laval. Donc, c'est un événement qui vous donnera l'opportunité de découvrir les formations du numérique en Mayenne et également de rencontrer des étudiants qui préparent une formation numérique de bac+2 à bac+5 et qui recherchent un stage. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 novembre, pardon. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce webinaire, pour information, il va être enregistré. Pour des questions logistiques, on va vous demander de couper vos micros pour éviter les bruits de fond. Mais si jamais au cours de la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou bien à intervenir directement pour poser votre question. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Alexandre Vidal de la société Tipco. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Laura pour ton introduction. Je me présente rapidement. Je suis directeur cybersécurité chez Tipco, en charge de la direction des ventes et de l'animation de la business line cybersécu. J'ai rejoint Tipco il y a 2 ans, en charge de créer la ligne d'offres de cybersécurité. Et puis j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Laura, mais aussi Valérie Moreau du réseau Laval Mayenne Technopole, et également de Xavier Plat, ingénieur d'affaires pour le marché industrie, qui va m'accompagner durant la présentation. Donc, comme disait Laura, n'hésitez pas à intervenir, à interagir. La vocation de cette présentation est vraiment d'amener de l'échange. Donc, vous allez voir, je suis très bavard, donc faut pas hésiter vraiment à m'interrompre et à échanger avec moi sur des points que vous aurez remarqués durant la présentation ou de ce que j'aurais dit. Vraiment, l'objectif de cet échange, c'est vraiment d'amener de la collaboration dans la discussion et pas simplement vous dérouler des slides. D'accord? En termes d'agenda, donc je me suis présenté, Laura également. Xavier, je te laisse prendre le temps de te présenter rapidement. Bonjour à tous, Xavier Plard, donc je suis l'un correspondant, je dirais, du pôle industrie sur Laval de notre centre de service. Et je travaille aussi avec Bruno Benaban, qui est mon pendant sur la partie service, compte public sur la région, sur le département de la Mayenne. Donc là, on va pouvoir reprendre après ensemble le contexte, je dirais, du télétravail, et Alex Sand, de son côté, développera toute la cybersécurité qui est associée. Tout à fait, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Xavier, je te laisse présenter la fameuse maison qui représente un peu le contexte du télétravailleur, de ce qu'on a vécu tous un peu à partir du 16 mars 2020. Donc, dans le contexte du télétravail, le voici. Donc, c'est les personnes, je dirais, qui travaillent à leur domicile d'un côté, donc ils vont avoir accès, je dirais, aux sources d'énergie de leur domicile, les accès Wi-Fi, avec des accessoires qu'ils peuvent avoir ou pas, je dirais, sur leur lieu de travail. Donc, que ce soit le smartphone, les casques, les écrans, je dirais, supplémentaires. Donc là, c'est tout un environnement, une extension du système d'information et qui est à ce niveau-là. Et qui dit extension système d'information, ça veut dire aussi à un certain moment, il faut apporter un support à ces utilisateurs parce que c'est des nouveaux usages qui sont quand même là. Et ce support, ça passe, je dirais, par du service desk, comme ça passe sur des services, je dirais, de proximité, de maintenance qu'on peut voir, c'est-à-dire du dépannage, donc à domicile ou à partir de centres de service, par exemple.
Donc cet utilisateur, ses usages à partir de son domicile, c'est d'avoir accès à son environnement métier. Donc on va retrouver toute la couche ERP, mais les applications métiers CRM d'une part, une partie collaborative qui a son importance parce qu'il doit continuer aussi à partager avec ses collaborateurs et puis surtout par ces moments, je dirais, d'isolement, c'est de maintenir le contact de la même manière. Et le tout, je dirais, couronné, je dirais, par la cybersécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, la cybersécurité doit prendre en compte tout cet nouvel environnement et quelque part apporter les garanties, je dirais, nécessaires pour que tout, je dirais, se passe bien. Tout à fait. Merci Xavier. Dans cette vision, on va dire, rapide et panoramique du contexte du télétravailleur, effectivement, nous, TIPCO, on va revenir un peu sur sur cette transformation brutale, on va dire, du contexte de travail des utilisateurs et des salariés qui ont dû, par l'intermédiaire du Covid et de la situation de confinement, devoir se mettre à travailler à distance et de rentrer chez eux pour bosser. Et donc, forcément, comme disait Xavier, il y a eu des changements d'usage. Et quels étaient ces changements d'usage ont eu forcément des conséquences au niveau du système d'information et plus particulièrement sur la cybersécurité. Avant d'entrer dans le détail, je vous fais aussi un petit retour chiffré avec quelques indicateurs qui va vous présenter un peu ce qui s'est passé sur la période de mars à mai. Alors on peut imaginer que quand on est en octobre, ça puisse paraître loin, sauf que encore une fois, malheureusement, la situation actuelle fait que la réalité un peu de cette époque de mars à mai se répète plus ou moins, et que malgré tout, la situation en termes de cybersécurité n'a pas cessé de réduire ou désemplir. Au contraire, même le nombre d'attaques aujourd'hui est en forte croissance et se déploie encore plus sur des périmètres de plus en plus larges. Donc l'idée de l'échange là est de vous présenter un slide qui vous donne quelques états chiffrés des impacts du Covid sur la cybersécu et plus particulièrement, je dirais, l'impact de la cyber qui a été plutôt une crise dans la crise pour certaines entreprises. Je dis certaines parce que d'autres sont passées et heureusement sont passés à travers les mailles du filet, mais il y a eu des chiffres qui ont été vraiment très impressionnants remontés durant cette période. Ces chiffres, j'en donne déjà un, sont d'abord issus de ce que je faisais lorsque justement la crise du Covid a été enclenchée en mars, où je participais à un groupe de travail avec l'ANSSI et cybermalveillance.gouv.fr pour pouvoir avoir un état des attaques pendant la crise du Covid, tout simplement. Donc l'idée de l'échange là, c'est de vous donner par exemple quelques chiffres. Par exemple, 30 000%, c'était l'augmentation sur la période de mars à mai du nombre d'attaques d'attaques sur les entreprises à travers différentes méthodes d'attaque. On peut parler d'attaques de phishing, d'attaques de vol de la donnée, de vol de données à travers de la fraude au président ou de faux ordres de virement, des attaques de type tentative de hacking, d'attaques de DDoS, de déni de service. Donc entre mars et mai, il y a une progression juste exponentielle du nombre d'attaques sur un nombre de cibles qui a été complètement différent par rapport aux habitudes des attaquants en général. Et si je vais un peu plus précisément sur ces chiffres, 400% par exemple, c'est le nombre d'attaques par phishing qui ont augmenté durant la période. Ces attaques de phishing ont été surtout orientées vers de nouvelles cibles d'entreprises. Dans le collectif des entreprises et de la cybersécurité, il est pourtant aujourd'hui connu que l'essentiel des attaquants vont être très intéressés par les grosses entreprises. Et on s'aperçoit qu'avec le temps et accéléré par le Covid, les attaquants se sont forcément plus intéressés à des sociétés plus vulnérables parce que moins de moyens pour se préparer. Donc beaucoup d'ETI, beaucoup de PME ont été impactés, beaucoup de TPE. Et puis chose exceptionnelle et qui fait j'ai envie de dire un peu plus mal parce que c'était la période du Covid, les hôpitaux et les cliniques ont été fortement impactés. Je peux citer par exemple une tentative de ransomware sur l'hôpital de Lomagne, mais aussi à Marseille où il y a eu une interruption carrément de service. Et plus récemment, je ne sais pas si vous avez appris ça, mais il y a eu un décès reconnu en Allemagne suite à une attaque en ransomware. Donc forcément un décès d'un patient qui n'a pas pu être soigné parce que le système d'information était indisponible à cause d'un ransomware. Donc phénomène qui aujourd'hui montre une recrudescence des attaques, accélérée
et prétextés par le Covid sur des nouvelles cibles. Ensuite, en regardant encore plus près l'évolution et la progression et ce côté exponentiel, par exemple sur les scénarios qui ont été exploités pour mettre à mal les systèmes d'information ou on va dire influencer les utilisateurs, par exemple sur les campagnes de phishing, le nom de Covid ou de virus ou des mails à l'origine de faux mails issus de par exemple de la CPAM ou de la sécurité sociale, bah, en janvier, il n'y avait que 1200 mails qui circulaient sur cette thématique. Bah, en avril, cette thématique Covid virus a été utilisée pour des campagnes de phishing jusqu'à 380 000 mails sur le mois d'avril. Donc on voit bien aussi que non seulement Covid a été un prétexte à attaquer plus fortement des entreprises plus vulnérables, mais aussi ça a été aussi une thématique, un sujet, un nouveau sujet qui a été exploité pour engendrer ce type d'attaque. Ensuite, on va parler un peu du retour d'expérience de TIBCO par rapport à cette situation, toujours sur mars à mai. L'activité de cybersécurité de TIBCO a été fortement sollicitée puisqu'on a eu pour une période hebdomadaire 200 tickets rien qu'en lien avec des problématiques liées à la mise en place du télétravail, mais aussi à des problématiques de suspicion d'attaque que nos clients pouvaient recevoir, soit des campagnes de phishing, soit des faux ordres de virement, soit des virus qui arrivaient sur leur plateforme et qui nécessitaient une analyse approfondie de notre part. Donc une recrudescence même au niveau de TIBCO pour nos clients qui a été fortement impacté par un nombre de demandes plus important. Un nombre de demandes qui était… Alexandre, nous avons une Oui, question, excuse-moi de te couper. D'où vas-y. viennent ces chiffres et comment sont-ils mesurés? Alors, les chiffres, les gros chiffres ont été mesurés, comme je disais, avec l'ANSSI et cybermalveillance.gouv.fr qui récupéraient des informations issues des réclamations au niveau des entreprises qui déclaraient des incidents auprès de l'ANSSI et de cybermalveillance.gouv.fr. De plus, ça a été corroboré par des éléments qui sont remontés sur des plateformes qui publient régulièrement des chiffres sur des attaques. Je peux citer par exemple ce qu'on appelle des CERT, ça peut être le CERT de l'ANSSI, mais aussi des CERT éditeurs comme les CERT de Vadesecure, le CERT de Trend Micro. Tous ces éléments ont été récoltés par l'ANSSI et Cybermalveillance, et pour les chiffres nationaux, ça a permis d'afficher ces résultats. Et ensuite, pour les tickets et les demandes, bah, c'est clairement issu des outils de support de TIBCO. Est-ce que ça répond à la demande? N'hésitez pas à agir et à réagir directement par micro si vous en avez la possibilité. J'aime bien échanger et discuter, donc n'hésitez pas. Ça a répondu à la demande. Merci Alexandre. Merci. Je continue du coup. Quelques événements intéressants. Donc je disais, il y avait 100 demandes. Alors il y a eu les tickets d'incident et les demandes. Les demandes, c'était essentiellement pour TIBCO, 100 demandes par semaine qui étaient en lien avec la demande d'installation, par exemple, de tunnels VPN, le renforcement de leur infrastructure de sécurité avec l'ajout ou la mise à jour de leur firewall. Ça a été aussi l'occasion de mettre en place une cellule pour traiter des problématiques de mise en place de postes de travail à distance, d'accès à distance, et puis de fournir également des postes pour des entreprises qui n'avaient pas les moyens de proposer des postes mobiles, portables, alors que la plupart des utilisateurs utilisaient des postes fixes. Donc un nombre de demandes qui a été fortement augmenté pendant cette période. Un autre chiffre intéressant, et là qui relève plus de ma propre expérience parce que j'ai pas eu l'habitude de voir ça souvent, un dimanche matin, le SOC de TIBCO m'appelle pour m'informer que on a 3 clients qui subissent un ransomware. Alors jusqu'ici, des clients qui subissent des ransomware, on en reçoit assez régulièrement, on les aide souvent à confiner le problème et à isoler le problème pour éviter que ça se propage. Là, ce qui était assez troublant, c'était que sur ce jour-là, j'ai 3 clients différents qui subissent le même ransomware à 3 lieux différents géographiques et toutes 3 activités différentes. Donc ça témoignait d'une chose, je ne pense pas qu'il y avait de lien sur l'attaque, parce que c'était vraiment 3 sociétés très différentes, mais par contre, la recrudescence des attaques a montré qu'il y avait une systémisation. Donc ça veut dire que une multiplication des attaques faisait que pour le jour en question, je me suis retrouvé avec 3 clients qui avaient le même ransomware. Donc ça n'arrivait pas souvent. Et puis 10 clients, par exemple sur la période de mars à mai, c'est le nombre de clients qu'on a eu qui ont été attaqués chez TIBCO et qu'on a aidé sur des problématiques, comme je disais, de ransomware, des problématiques d'investigation. Il y a des alertes de sécurité qui remontaient sur notre SOC, de tentatives d'attaque, mais aussi de faux ordres de virement, des tentatives de phishing.
beaucoup de tentatives de phishing. Et puis, dans le cas de ces 10 clients, ce qu'on a activé souvent, c'était une cellule forensique pour essayer de comprendre l'origine de l'incident et de mettre en place des solutions de protection pérennes. Voilà. Donc, quelques chiffres qui donnent un peu l'état du décor. Chiffres qui n'ont pas été forcément très massivement publiés, sauf dans le métier de la cyber. Hein, on aime beaucoup afficher ce genre de choses. Mais par rapport à la période du Covid, vous imaginez bien que nous tous, à titre individuel et à titre humain, on était surtout concentrés sur notre propre santé et que la cybersécurité est passée un petit peu au second plan. Mais néanmoins, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y avait quand même une crise dans la crise. On va parler cette fois-ci un peu du contexte du télétravail qui s'est créé dans les entreprises dans la situation du confinement. C'est-à-dire, nous, on considère que cette situation de confinement a été propice à avoir un retour d'expérience sur le télétravail et ça a été un bon moyen aussi de mettre en exergue les impacts sur la cybersécurité et surtout de mettre en lumière ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on va vous montrer ici les différents constats qu'on a remarqués suite à la mise en situation du confinement. Si vous vous rappelez, le 16 mars 2020, on a tous été confinés, donc les entreprises ont dû s'adapter. Et cette situation a été vécue pour beaucoup d'entreprises comme une situation d'urgence. D'urgence pourquoi? Parce que malgré la situation pandémique qui évoluait de façon exponentielle, on ne s'attendait pas tous forcément, on n'était pas tous préparés à ce que nous, là, l'entreprise soit confinée. Donc on est rentré sur des problématiques d'ordre d'abord logistique, de dire ok, donc je dois confiner l'entreprise, je dois arrêter certaines lignes de production, mais je dois pérenniser certains postes qui sont jugés critiques. Comment je gère la logistique derrière tout ça? Comment je m'assure que les salariés qui sont nécessaires pour l'avenir et la stabilité de l'entreprise vont pouvoir continuer de travailler à distance? Donc, des problématiques logistiques se sont posées sur la mise à disposition d'équipements, sur la mise en place de réseaux, et puis sur la gestion proprement dite de cette crise. La communication, communiquer auprès des salariés, la communication en interne, la communication auprès des partenaires, la communication auprès des clients. Cette situation d'urgence a été aussi une problématique de améliorer sa gestion de crise pour justement être en mesure d'apporter tous les éléments d'organisation à la mise en place de ce confinement et de ce nouveau mode de travail. Et on s'est aperçu par expérience que la communication a souvent péché parce que situation d'urgence, pas forcément préparée. Donc ce qui en ressort aussi beaucoup, c'est tous les éléments qui sont des prérequis à une bonne gestion de crise et qui sont des prérequis notamment à assurer une continuité d'activité. Donc un effet d'urgence qui a été fortement impactant. Autre élément qui a été ressorti, c'est un effort de surcharge. Pourquoi un effort de surcharge? Effectivement, on a confiné l'entreprise. On a dit à des personnels de se mettre au chômage technique. Pour autant, une partie du personnel devait continuer de travailler, mais devait travailler non pas dans l'entreprise, mais en dehors de l'entreprise. Donc, par exemple, il y a eu un effet de surcharge du travail pour le personnel IT, qui était en moindre effectif, mais devait faire plus de choses pour renforcer les infrastructures, renforcer la sécurité, investir également de façon urgente sur des infrastructures. J'ai parlé tout à l'heure notamment de l'ajout de firewall, mais ça peut être aussi l'ajout de licences pour permettre à des utilisateurs de se connecter à distance sur des infrastructures qui étaient déjà collaboratives. Et puis des augmentations substantielles parfois de bandes passantes. Dans des entreprises qui n'ont pas eu l'habitude de mettre en place du télétravail, la bande passante était taillée pour des entreprises qui communiquaient d'un site à l'autre ou qui communiquaient très peu d'une entreprise à une autre. Et donc l'effet de bande passante a eu forcément un impact pour assurer un service. Autre effet fortement impactant par rapport au confinement, c'est effectivement le changement de méthode de travail et notamment induit par le travail à distance. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau sécurité par rapport à la mise en place du travail à distance et par rapport à tous les éléments amont que j'ai présentés comme l'urgence et la surcharge? Déjà, c'était dans l'entreprise, on s'est dit il faut urgemment permettre aux salariés de travailler à distance. Donc, on a pris des postes de travail qui étaient des postes qui étaient configurés en interne, pas forcément sécurisés pour travailler à distance, et qu'on a mis à disposition à travailler à distance. Donc ça a été aussi le risque lié induit par mettre à disposition des postes non sécurisés, soit pas maintenus à jour, soit pas forcément avec des outils qui permettent de travailler à distance de façon sécurisée. Et donc c'était aussi une nouvelle brèche de sécurité. Autre élément important, c'est l'accès au SI. Dans la situation d'urgence, des entreprises ont été amenées à mettre en place des accès à distance non sécurisés. Je peux penser par exemple à mettre en place des outils de prise en main à distance avec des mots de passe très triviaux
pour permettre qu'un utilisateur, à partir de son PC de domicile, qui est un PC sous Windows 7, qui est déjà obsolète, de travailler à distance sur son poste de travail qui était au bureau. Donc des brèches de sécurité liées aux accès Internet et liées aux accès au système d'information de façon qui ont été configurées en urgence et de façon non sécurisée. Un autre effet qui est ressorti, sauf que c'est un terme un petit peu bizarre, le shadow IT. Le shadow IT, c'est l'utilisation de moyens techniques ou technologiques qui ne sont pas forcément utilisés dans l'entreprise. Par exemple, ce qui s'est développé beaucoup par rapport à la situation de travail à distance, c'est l'utilisation pour certaines personnes de leur, par exemple, de leur OneDrive personnel, de leur Google Drive personnel à des destinations professionnelles. Donc de transformer l'utilisation d'outils personnels en outils professionnels pour des raisons de praticité tout simplement et d'urgence. Donc toute la conséquence de cette situation de confinement qui a induit la transformation des usages du travailleur en étant quelqu'un qui travaille à distance, bah, ça a ouvert de nouveaux champs de possibilités pour des personnes malveillantes d'attaquer à travers des postes non sécurisés, des accès au système d'information non sécurisés ou l'utilisation d'outils non validés par la DSI. Donc, une petite conclusion par rapport à cette situation, une situation d'urgence, de surcharge, la mise en place d'un travail à distance, qui est la conséquence de cette situation d'urgence et qui a eu pour conséquence de justement d'avoir donné un sentiment d'urgence. Le conseil que je peux donner, qui peut paraître bête et méchant, c'est ne confondez pas vitesse et précipitation. Une situation d'urgence ne veut pas dire forcément se précipiter, gesticuler et mettre en place des solutions non fiables pour répondre à un besoin immédiat. Prenez le temps de vous poser, prenez du recul, quitte à perdre 24 heures, pour au moins mettre en place les bonnes solutions techniques pour sécuriser votre environnement. Et comme je disais, ne sacrifiez pas votre sécurité pour l'efficacité. Parce que si vous souhaitez rester efficace au détriment de la sécurité, ça pourrait peut-être mettre à mal parce que quelqu'un de malveillant va pouvoir accéder à votre système d'information et tout simplement rendre indisponible votre système d'information. Ensuite, on va parler des possibilités d'améliorer, justement, en situation de confinement, comment mieux se protéger, comment mieux se préparer à la mise en place du télétravail. Eh ben, on a identifié dans le retour d'expérience de TIPCO et de certains de nos clients différents éléments qui sont pour nous essentiels à prendre en considération quand une entreprise s'ouvre au télétravail, quand une entreprise décide d'externaliser une partie de son activité ou quand une entreprise décide de mutualiser des activités en télétravail et en interne. Donc, le premier élément important, c'est de renforcer votre sécurité à travers des efforts techniques et technologiques simples. Renforcez déjà votre stratégie de mot de passe. Des mots de passe qui étaient utilisés, des mots de passe triviaux ou des mots de passe en interne qui étaient utilisés sur un système d'information qui n'était pas forcément ouvert à l'extérieur, doit avoir un niveau de sécurité beaucoup plus important pour des entreprises qui vont avoir un système ouvert à l'extérieur. Ça veut dire avoir une stratégie de mot de passe avec des mots de passe complexes qui sont changés plus régulièrement. Autre élément technique qui peut être intéressant à considérer, c'est le MFA, donc le Multi-Factor Authentication. En français, c'est l'authentification multifacteur qui permet notamment d'ajouter une couche de sécurité à l'authentification des utilisateurs qui se connecteraient à l'extérieur de l'entreprise. Donc ça permet de renforcer un peu les niveaux de sécurité pour justement s'éviter que, par exemple, dans le cas d'une utilisation des mots de passe simples, il y ait une fuite de mots de passe. Renforcer aussi le support de cybersécurité. Ça passe par beaucoup de choses. On y viendra ensuite sur d'autres aspects. Mais renforcer la support cybersécurité, c'est avoir la capacité agir, de pouvoir traiter des incidents de sécurité lorsqu'ils se produisent. Donc c'est soit par la mise à disposition de compétences en interne, des ingénieurs qui ont des compétences en cybersécurité pour traiter le problème, ou des personnes qui vont pouvoir être sollicitées de l'extérieur pour intervenir en cas d'incident. Autre élément important et fondamental, c'est développer une vraie stratégie d'accès à distance sécurisé à travers notamment pour l'accès à des applicatifs sensibles, des applicatifs métiers ou des systèmes d'information internes, à mettre en place des tunnels VPN sécurisés avec l'accès directement à des firewalls et des règles de firewall qui sont configurées pour justement ne laisser passer que les flux autorisés. Donc ça demande également de revoir sa stratégie d'accès à distance et de mettre en place des moyens techniques importants par rapport à la sécurité. Autre élément important
dans la situation de renforcement de la sécurité dans le cadre d'un travail à distance, c'est la politique de sauvegarde. C'est bête et méchant à dire, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que la stratégie de sauvegarde est souvent une stratégie qui consiste à dire je mets en place des sauvegardes, mais je ne vérifie pas toujours si ces sauvegardes fonctionnent bien. Et encore pire, je ne vérifie pas si les restaurations ont bien fonctionné à partir des sauvegardes. Donc déjà de s'assurer que les sauvegardes sont bien configurées, qu'elles ont bien été testées et que les restaurations fonctionnent, mais en plus de mettre en place un environnement isolé du système d'information en termes de stratégie de sauvegarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, s'assurer que votre environnement de sauvegarde n'est pas en ligne en permanence dans le cas où vous subiriez par exemple un ransomware, de telle sorte que si votre environnement de sauvegarde est complètement coupé de votre système d'information, et ben au moins si le ransomware se propage sur l'entreprise, au moins votre environnement de sauvegarde n'est pas impacté et donc vous pouvez reconstruire votre système d'information à partir des données qui étaient sauvegardées. Donc élément très important, le renforcement de la sécurité pour assurer la pérennité des activités du travail à distance. Autre élément important dans le travail, dans la mise en place du télétravail et pour s'assurer de minimiser les impacts de la cybersécurité, c'est tout ce qui est lié à la supervision. Savoir étudier ce qui se passe au niveau de votre système d'information, au niveau des équipements, analyser les événements, interpréter ces événements et puis faire des préconisations ou répondre à ces événements de sécurité. C'est ce qui fait partie des activités qui sont réalisées dans un SOC ou un NOC. Alors SOC, c'est pour Security Operations Center, NOC, c'est Network Operations Center. Ce sont des centres de supervision qui supervisent les environnements techniques, qui détectent s'il y a un équipement qui tombe en panne, et c'est aussi des environnements techniques de sécurité qui détectent des événements de sécurité en temps réel. Derrière ces environnements, il y a des personnes, des analystes qui vont être capables de déterminer si un événement se produit et si cet événement se produit, de pouvoir agir en conséquence pour isoler le problème ou protéger le système d'information. Donc des éléments de supervision qui sont quand même très importants. Un autre élément qui est bête et méchant et qui est fondamental à nos yeux chez TIBCO, c'est tout ce qui est lié au patch management et l'antivirus management. Le patch management, c'est un peu le parent pauvre de la cybersécurité aujourd'hui, parce que considéré comme contraignant, mettre à jour les postes, s'assurer que le poste est toujours à jour en termes de sécurité, que l'OS est toujours à jour, c'est contraignant, c'est compliqué à mettre en place, parce qu'il y a des contraintes techniques, des contraintes logicielles, des contraintes éditeurs, qui souvent justifient le fait de rester sur des environnements considérés comme obsolètes au vu de l'éditeur ou de l'OS. Pourtant, des systèmes d'information, des systèmes d'exploitation qui sont pas à jour sont les premiers éléments qui vont être exploités pour être attaqués et pour, par exemple, propager des virus ou des ransomware ou des attaques sophistiquées. Donc, il est important d'avoir une culture du patch management, de s'assurer que les postes sont bien à jour, et donc il est nécessaire de superviser l'homogénéité du parc par rapport à ce niveau de mise à jour. Pareil pour la gestion des antivirus. Installer un antivirus sur un poste ne suffit pas. Il faut suivre ce qui se passe sur les antivirus. Il faut suivre ce qui se passe sur la plateforme antivirale, s'assurer que les mises à jour de l'antivirus se font bien, s'assurer que le serveur de mise à jour de l'antivirus distribue bien les signatures à l'ensemble des équipements et des postes, et s'assurer que la configuration est correctement faite. Autre élément fondamental pour protéger un système d'information, c'est l'entraînement. L'entraînement, on n'est plus du tout dans le technique, là on est plutôt dans l'humain. C'est-à-dire aider les utilisateurs à prendre conscience que, en étant en situation de télétravail, d'une certaine façon, ils sont un peu plus vulnérables. Plus vulnérables parce que isolés par rapport à l'entreprise, ils ont forcément moins accès au support technique ou moins accès aux experts pour les solliciter directement devant la machine à café ou à l'occasion de les croiser à la cantine. Dans l'idée, c'est vraiment de dire entraîner les utilisateurs à détecter des potentielles attaques. Entraîner les utilisateurs à travers des campagnes de phishing, de dire les entraîner à détecter des mails frauduleux, les entraîner à comprendre que à travers certains mails qu'ils peuvent recevoir, le doute peut exister et de fait qu'ils doivent avoir des réflexes pour déterminer si ces mails sont légitimes ou non. Donc ça passe par des entraînements à travers des exercices, comme je disais, exercices de campagne de phishing, phishing par mail ou par SMS, mais aussi des campagnes de sensibilisation. Je sais que les entreprises le font de façon plutôt annuelle. Aujourd'hui, il y a des campagnes de sensibilisation, de mails ou d'affichettes ou de communication qui sont faites de façon annuelle. Par exemple, en ce moment, c'est le mois d'octobre et c'est le cybermois pour l'ANSSI, donc il y a des campagnes de communication là-dessus. Moi, je considère qu'une sensibilisation une fois par an, c'est largement insuffisant. La sensibilisation, elle doit se faire sur toute une année avec un rythme plutôt d'ordre minimum trimestriel
qui est ponctué à la fois de sensibilisation, de communication et aussi d'exercices concrets, comme des exercices de phishing. Derrière cette réflexion, l'objectif d'entraîner l'utilisateur, c'est bien de se dire que l'utilisateur n'est pas le maillon faible, mais au contraire, ça doit devenir le maillon fort de protection de votre système d'information. Un utilisateur en télétravail est isolé, un utilisateur en télétravail n'a pas forcément l'accès à tout le système d'information sécurisé que propose une entreprise en interne, donc forcément, le meilleur firewall, ça doit être l'utilisateur. Et pour que le meilleur firewall ce soit l'utilisateur, il faut l'entraîner et l'exercer systématiquement. Autre élément important de l'entraînement, c'est les situations d'entraînement en gestion de crise. Et là, ça s'adresse plus à un codir ou à une direction générale, c'est de les habituer à devoir traiter une situation de crise et de valider leur protocole de gestion de crise en interne. C'est-à-dire, si pour certaines entreprises ont mis en place des plans d'assurance de continuité d'activité ou des plans de continuité d'infrastructure, ou des PRA, de plans de reprise d'activité, et ben valider ces PRA, valider ces PCA en les testant, en les ajustant à des situations réelles. Autre élément pour bien piloter un système d'information qui s'ouvre à l'extérieur, et ben le pilotage, c'est-à-dire tout simplement suivre un peu ce qui se passe au niveau de cette information à travers la mise en place de tableaux de bord de sécurité du SI, suivre les événements. Un tableau de bord, c'est très bien. La main courante, c'est le minimum syndical, de dire, bon voilà, aujourd'hui, j'ai constaté des événements sur tel environnement, j'ai une remontée d'un mail frauduleux d'un utilisateur, j'ai une remontée sur mes logs de mon firewall d'événements d'attaque. Tous ces éléments de tableau de bord de sécurité permettent de faire ensuite une cartographie des attaques que subit l'entreprise et de proposer des solutions de protection adaptées. Réaliser ce que j'appelle aussi une analyse de risque. Une analyse de risque, ça consiste à identifier les risques de l'entreprise par rapport à son métier, par rapport à son organisation, par rapport à son environnement technique en termes de direction informatique et d'en retirer des plans d'action pour justement se sécuriser. Beaucoup d'entreprises ne réalisent pas d'analyse de risque et considèrent qu'ils doivent renforcer la sécurité par rapport à des événements qu'ils rencontrent. Mais on peut s'apercevoir que l'analyse de risque peut mettre en lumière d'autres risques qui ne sont pas forcément en lien avec des événements que vous auriez déjà subis. Donc pour se prémunir d'événements que vous n'avez pas encore subis mais qui pourraient être dévastateurs pour une entreprise, l'analyse de risque permet quand même de faire déjà une analyse approfondie et de mettre en place un plan d'action pour se protéger. Alexandre, nous avons une question dans le chat d'Olivier Chagnou qui nous demande pour l'entraînement, vous envoyez de faux vrais mails à vos usagers pour les coincer, les habituer? Alors, on envoie des faux vrais mails, effectivement, des campagnes de simulation de phishing. Alors, on ne veut pas les piéger, mais par contre, effectivement, on les entraîne à des exercices qui sont par rapport à des vrais exercices de phishing, par rapport à des vrais phishing qu'ils pourraient recevoir. Donc, effectivement, l'objectif, à travers la campagne de phishing, c'est de les mettre en situation. Et à travers cette mise en situation, les alerter sur les bons réflexes à adopter. Et nous, ce qu'on a développé par rapport à ces campagnes de phishing, c'est une vraie stratégie adaptée au type d'attaque qu'on rencontre aujourd'hui. Je vais vous donner un historique. Il y a 2-3 ans, les campagnes de phishing, c'était souvent des campagnes qui étaient écrites par des gens malveillants à l'arrache, avec des logos obsolètes, avec beaucoup de fautes d'orthographe, qui étaient envoyées de façon massive. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La campagne de phishing, maintenant, c'est des campagnes qui sont ciblées, qui réutilisent par exemple une charte graphique d'une entreprise, qui réutilisent des informations issues de LinkedIn de personnel existant pour se faire passer pour ces personnes, qui vont ensuite jouer sur des mails pour influencer les personnes, récupérer une information bien précise pour être capable ensuite d'engendrer une attaque, soit de déposer un fichier joint malveillant, soit accéder à des données, soit carrément pouvoir enclencher ce que j'appelle de l'ingénierie sociale à travers des faux ordres de virement ou des fraudes au président. Donc, la campagne de phishing, c'est devenu un vecteur d'attaque beaucoup plus ciblé et beaucoup plus complexe. Donc on fait des campagnes de phishing qui sont dans ces types de scénarios plutôt complexes et plutôt ciblés pour entraîner les utilisateurs. À l'exemple de TIBCO, et Xavier pourra en parler, hein, on le fait 2 à 3 fois par an. La dernière fois, on l'a fait par exemple sur notre plateforme de paye, qui est une plateforme PrimoBox. Les utilisateurs de TIBCO sont tombés dans le piège massivement parce que comme on traite de la paye, ils étaient vite et pressés de se connecter. Or, ils sont aperçus après coup que c'était une fausse plateforme. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça a répondu à la question. Merci Alexandre. De rien.
Autre élément important dans le pilotage que je considère à prendre en compte, c'est la cyberassurance, quelque chose que beaucoup d'entreprises ignorent, mais qui quand même se développe depuis maintenant une dizaine d'années, principalement outre-Atlantique. C'est les policies cyberassurance qui vous couvrent en cas d'incident de sécurité d'un point de vue financier, mais aussi peut vous couvrir d'un point de vue opérationnel. Hein. Il y a des cyberassureurs qui, par exemple, AIG est en partenariat avec TIPCO pour assurer des problématiques d'incidents de sécurité pour leurs assurés et permet de bénéficier d'une couverture financière des pertes et profits liés à l'indisponibilité d'un système d'information qui aurait subi une attaque. Mais également liées à des problématiques techniques liées à une attaque informatique. La cyberassurance, je considère que c'est quelque chose qui est vraiment devenu nécessaire. Ça a sauvé des entreprises. Hein. Je peux citer par exemple Fleury Michon, je peux citer Altran, qui sont des entreprises qui ont été fortement attaquées l'année dernière et sur lesquelles les assureurs ont pu justement injecter de l'argent pour pérenniser ces entreprises. Et puis un autre élément dans le pilotage, ne pas considérer que vous êtes seul dans votre pilotage informatique et dans votre DSI, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, l'entreprise est de plus en plus ouverte et donc vous utilisez de plus en plus de solutions déployées par des partenaires. Vous avez certainement peut-être aujourd'hui du Microsoft 365, vous utilisez peut-être vos infrastructures sont peut-être infogérées par un hébergeur, vous avez peut-être également le bénéfice d'un support technique assuré par un infogéreur. Donc toutes ces activités et dans le pilotage de la sécurité doivent être prises en compte vos partenaires. Et dans tous les jeux et dans votre politique de sécurité, vous devez inclure vos partenaires. Donc voilà, pour les éléments liés au confinement et justement les préconisations faites dans un contexte d'entreprise qui s'ouvre à l'extérieur, que ce soit dans un contexte de télétravailleurs, mais aussi dans un contexte d'externalisation de tout ou partie d'un personnel vers de nouveaux locaux ou vers Internet. Ça marche tout aussi bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Laura? Ou d'autres réactions au micro? Dans le chat, là, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas à poser vos questions à Alexandre. Très bien. Bon, je continue. On va parler un petit peu du retour d'expérience lié au déconfinement. Alors, on a eu le moment où on a dit les télétravailleurs, vous devez travailler à distance et vous devez continuer d'assurer vos activités professionnelles, mais en dehors des locaux de l'entreprise. Il s'est passé le phénomène inverse, courant juillet, je crois, où on a dit, bah maintenant, vous pouvez revenir dans l'entreprise. De quelle façon ça doit être fait, de comment on doit être préparé à ça. Donc, ce qui est important, là, c'est plutôt tous les enjeux qui ont découlé de cette situation de déconfinement et peut-être aussi cette réflexion que les entreprises se sont posées. C'est-à-dire, bah, comment je prépare le retour du salarié? Est-ce que j'ai fait une préparation directe et franche en disant, bah, vous étiez tous en télétravail, maintenant vous revenez tous dans l'entreprise? Comment j'ai assuré le retour des postes de travail qui ont été utilisés? C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais par exemple, on a eu des cas chez TIPCO où des clients ont pris les postes fixes qu'ils avaient dans l'entreprise pour les mettre à disposition des salariés qui les installaient chez eux. Ou même des salariés qui utilisaient le poste de travail qu'ils avaient chez eux à titre personnel, des postes des fois sous Windows 7 ou Windows XP, donc pas du tout à jour, complètement obsolètes, et qui se permettaient de se connecter à distance. Donc de vrais risques pour le système d'information. Est-ce que tous ces enjeux-là ont été pris en compte dans le cadre du retour du salarié? La question que je vais vous poser, c'est tout simple, c'est par exemple pour certaines entreprises qui ont eu cette situation de déconfinement, comment avez-vous géré le retour du poste de travail dans l'entreprise? Alors, dans le chat, Olivier Chagnou nous dit que chez eux, c'était nickel le retour. Ah, alors nickel, super. Et plus précisément, Monsieur Chagnou, vous pouvez ouvrir le micro si vous voulez. Bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Olivier Chagnou, je fais partie de la société API et 2IN. Nous, on avait déjà préparé ça en amont avec du VPN et du poste de travail qui avait été Uber sécurisé par des techniciens. Parce que c'est un peu notre métier aussi, remarquez. Donc, c'est pour ça qu'on était à ce niveau-là, on était nickel, comme je le disais dans le chat. Par contre, pour avoir été en télétravail avec ma compagne pendant 2 mois, là, j'ai un retour un petit peu plus négatif, enfin, ou pas, parce qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, donc à ce niveau-là, ça va. Mais elle travaille sur mon poste de travail perso.
parce Ah, qu'ils n'avaient pas eu le temps de mettre en place chez eux ils sont un peu plus que nous. Nous, on est une vingtaine, eux, ils sont 200. Donc, le temps d'acheter tous les postes et ainsi de suite, c'était un peu compliqué. Donc, elle travaille sur mon poste de travail, enfin, sur mon poste de travail, mon poste de jeu, pour être plus précis, via une sorte de TeamViewer, en fait, où elle était, ah oui, d'accord. son poste de travail était en fait allumé, le poste de travail dans l'entreprise, Dans et l'entreprise, oui. elle se connectait dessus directement. Ce qui, a priori, lui a pas trop valu de soucis parce qu'elle avait ses propres mails et ainsi de suite. Et leur mail, je crois, est géré par via Internet, donc c'était pas trop compliqué. Je crois pas qu'ils ont eu d'attaque, mais ouais, j'ai eu souvent des demandes en disant tiens, je reçois un mail là, est-ce que je l'ouvre? Donc moi, j'étais son propre IT. Vous étiez son Euh, firewall, du coup. exactement. Est-ce que je l'ouvre? Non, t'ouvres pas. Voilà. Et maintenant, bon, ils ont pris un peu de recul. Elle a toujours elle a un poste de travail bien à elle, portable, sur lequel elle se connecte via un VPN maintenant. D'accord. Mais ils ont eu un retard, ils ont eu 3 mois de retard, quoi. Elle l'a eu depuis septembre, hein, sinon, Donc, un retard à l'allumage, mais bravo. le retour d'expérience. Merci, hein, d'ailleurs, Monsieur Chagnou, d'avoir Et pris c'est la une parole. grosse entreprise, une très grosse entreprise, hein. Ouais. Et c'est un peu le cas qu'on a eu chez certains de nos clients, hein, de cette situation d'urgence. Il y a eu un retard à l'allumage de la sécurisation. L'objectif premier, c'était d'assurer l'activité avant toute chose, au détriment de la sécu. Donc, je reviens à ce que je vous ai présenté au début. Euh, Si vous vous posez un petit peu 24 heures, 48 heures pour réfléchir sur la sécurisation, vous êtes en mesure de proposer des solutions sécurisées sans forcément aller jusqu'à des solutions qui consistent à mettre du TeamViewer non sécurisé sur un poste allumé en permanence et exposer votre poste et le poste de geek de Monsieur Chagnou à des menaces informatiques. Voilà. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Euh, et autre élément important aussi, c'est justement la gestion du retour du poste de travail, ça a été évoqué. Euh, et autre élément important dans la réflexion, c'est lié notamment à est-ce que j'ai été capable de voir ce qui s'est passé. Et là, on arrive sur un petit côté lié à la gestion de la DSI. C'est par rapport à la question que je pose, quelles traces a-t-on laissé? Ai-je rencontré des incidents de sécurité? Euh, Est-ce qu'on a été capable de faire un petit bilan de ce reconfinement et de ce confinement par rapport à la sécurité que ça induit? C'est-à-dire, est-ce que j'ai analysé les logs, etc. C'est ce qu'on va voir ensuite sur... Alors Alexandre, on avait Oui, juste une remarque dans le chat allez. de Franck Gérant qui, pour répondre à nos questions, nous disait: pas de souci pour nous, le télétravail est instauré depuis de nombreuses années. Chacun dispose d'un poste professionnel portable, VPN et PSI en place. Le gros risque, c'est la sensibilisation du personnel, pas d'usage perso sur le poste pro. Ah, bah là, on a un exemple de gouvernance sécu qui revient à ce que je disais en termes de pilotage. Merci Monsieur Gérant pour votre retour. Effectivement, un élément amont, c'est la PSI, la politique de sécurité du système d'information, qui régente un peu les bonnes pratiques et les règles de sécurité appliquées pour les utilisateurs et les salariés. Euh, et donc effectivement, des postes sécurisés, des accès VPN, tout ceci sont des éléments qui permettent de sécuriser les usages professionnels. Et effectivement, souvent la grosse difficulté, et c'est ce qu'on en disait tout à l'heure, c'est la sensibilisation. Et ça, c'est un véritable enjeu. Encore une fois, dans le contexte du télétravail, mais même pas dans le contexte du travail, j'ai envie de dire, pour tous les contextes, il est primordial d'entraîner l'utilisateur à travers des exercices concrets, des communications très régulières et les mettre en situation pour qu'ils soient habitués à ce phénomène. Merci Alexandre. On a une autre question de Guillaume Pileux qui nous dit on parle du VPN comme la solution miracle, mais quid des solutions Citrix ou de portail SSL? Alors, c'est une très bonne remarque. La solution VPN permet d'encapsuler un tunnel sécurisé entre des environnements qui ne sont pas destinés à travailler à distance, mais effectivement des environnements type Citrix avec des protocoles sécurisés de connexion, des bureaux à distance, peuvent répondre à ces enjeux. Simplement, c'est un problème de compatibilité applicative qui se pose derrière. Les environnements Citrix ou Terminal Server peuvent poser des problèmes. Après, il y a quand même des failles existantes assez fortes et majeures sur des environnements Citrix ou RDS ou Terminal Server et on peut utiliser des environnements Citrix en encapsulant par exemple un tunnel VPN. Ça renforce
le chiffrement et la sécurité sur des environnements Citrix qui sont parfois difficiles à tenir à jour. Faut pas hésiter à m'interrompre hein, ou compléter ma réponse. Mais en tout cas, voilà, le VPN, c'est effectivement, je dirais, le sacro-saint de la solution de sécurisation parce que ça permet une authentification, ça permet un suivi, une traçabilité, ça permet de chiffrer un flux sur tout support applicatif. Après, il existe des outils qui intègrent cette notion de sécurisation. La problématique, c'est la gestion de la sécurité proprement dite de ces solutions de sécurisation embarquées dans des logiciels métiers ou des solutions d'infrastructure comme du Citrix, du terminal serveur, RDS ou autre. Merci Alexandre. Je continue. Du coup, comment bien préparer un retour serein de vos utilisateurs et plus particulièrement des ordinateurs dans l'entreprise, dans un contexte où le télétravail s'arrêterait, où ça deviendrait une stratégie, on va dire, d'entreprise. Hein. On est tous d'accord que le Covid a été quand même un élément accélérateur, on va dire même supraluminique en termes de vitesse pour inciter les utilisateurs à travailler en télétravail. Mais il y a quand même des contextes d'entreprise qui nécessitent que les salariés reviennent dans l'entreprise. On peut citer des contextes industriels, on peut citer des contextes, on va dire, de production, qui induisent que ces salariés doivent quand même revenir dans l'entreprise et que même si on travaillait un petit peu à distance, leur productivité a été mise à mal et pour être plus efficace, ils devaient revenir au bureau. Donc déjà, premier élément fondamental, c'est nettoyer votre poste de travail. Par exemple, nous chez TIPCO, on a mis à disposition pour nos clients des outils qui permettent de faire un nettoyage des postes en profondeur, qui permet de valider que ces postes-là ne présentent pas de menaces. De la même façon, certaines entreprises ont intégré, pour nettoyer ces postes de travail qui reviennent d'un télétravail, un processus DSI, c'est-à-dire le poste n'est plus rebranché directement au réseau par le salarié, il passe d'abord par la DSI et la DSI fait les vérifications. Une fois que le poste est vérifié ou remasterisé, tout simplement, on le remet dans le réseau. Autre élément important à nettoyer, et c'est là où on oublie ces éléments-là, on ne pense pas qu'au poste de travail, il faut supprimer tous les accès temporaires qui ont été mis en place, et plus particulièrement les accès temporaires non sécurisés. Je reviens à des exemples type mise en place d'un TeamViewer, d'un client TeamViewer sur un poste, mise en place d'accès de prise en main distance avec du VNC ou autre avec des protocoles non sécurisés. Ces accès-là été traités en urgence, ne sont pas sécurisés. Lorsqu'on rentre dans un processus de déconfinement et de remise en norme de l'entreprise, il faut supprimer tous ces accès temporaires. Alexandre, Ensuite, Fabrice Garot nous demande quel vérif et nettoyer quoi? Alors, sur le poste en particulier, Monsieur Varro, peut-être compléter la réponse. Oui, c'est ça, ouais, sur le poste directement, parce que nettoyer, c'est large. Ouais. Alors, déjà, des éléments de nettoyage, on va partir sur nettoyage de la configuration au niveau ransomware, donc avec vérifier, relancer un scan, mais cette fois-ci un scan profond antiviral, intégrer des outils de détection de spyware, de malware éventuel avec différents outils. Il en existe des outils payants et des outils gratuits. Nous, généralement, dans notre package, on a pris plusieurs moteurs pour être sûr d'avoir plusieurs niveaux d'analyse. Ouais, mais typiquement, il y a une enquête il n'y a pas très longtemps, il me semble, sur justement l'efficacité des antivirus par rapport au ransomware, et où on trouvait que, en gros, il n'y a aucun antivirus qui est capable de détecter un vrai ransomware, à part ceux qui sont sortis il y a 3 mois, oui, mais voilà, l'antivirus ne sert pas, il sert pour des virus bateaux, quoi. Alors là, je vais compléter votre réponse et vous avez raison. Là, on n'est plus dans le nettoyage, mais plutôt dans la détection d'un ransomware. Dans le cas du ransomware, effectivement, un antivirus classique, lui, s'appuie, je vais vous expliquer le fonctionnement, sur une base de définition. C'est-à-dire, il va identifier des signatures, et si cette signature est reconnue par un fichier téléchargé, il va dire attention, c'est un possible virus, troyen ou autre. Le cas du ransomware est particulier, à plusieurs titres, parce que déjà, aujourd'hui, il est possible de créer de fausses signatures et qui sont non référencées dans les antivirus, ce qui veut dire que le ransomware peut arriver sur un poste sans être reconnu par un antivirus classique. Et donc le moyen de contournement de détection d'un ransomware passe par des nouveaux moteurs, comme vous avez dit, ce qu'on appelle des moteurs EDR, Endpoint Detection and Response, ou aussi par l'intermédiaire de SOC, comme je vous disais, avec des SOC analystes qui détectent le comportement sur des postes. L'EDR, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser le comportement des fichiers. C'est-à-dire, on sait pertinemment qu'un ransomware a une mécanique de traitement qui est bien séquencée. C'est-à-dire,
lorsque le ransomware est détecté et exécuté, il va d'abord, par exemple, faire sauter les privilèges sur le poste de travail. En même temps, il va analyser le poste, chiffrer les données sur le poste, faire du broadcast sur le réseau pour voir s'il y a des partages et ensuite se propager sur le réseau. Et donc, tous ces éléments de comportement du fichier sont analysés par ces antivirus de nouvelle génération. Donc, effectivement, le ransomware ne sera pas détecté par un antivirus classique, mais un EDR pourra le faire ou un SOC pourra le faire parce qu'il aura détecté des comportements douteux. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, oui, mais après c'est vrai que bon, l'EDR c'est quand même un coût en général. Je sais que nous on en a un, mais c'est un coût assez important. Et, euh, et du coup, par rapport au vérif, hein, quand vous me disiez le poste il repasse à l'IT, c'est quoi les vérifs que vous faites, quoi? Parce que c'est juste un truc antivirus. Bon, normalement les PC ils ont un antivirus, il y a un scan qui est correctement paramétré, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Alors, il y a différents niveaux de vérification. Généralement, nous, chez TipCook, on a repassé certains postes, on a même été beaucoup plus loin que le nettoyage. On a pris le poste, on a fait une sauvegarde des données, on a fait une analyse des données à partir de nos plateformes antivirales. Encore une fois, nous, on a plusieurs moteurs et un SOC qui permet de valider le contenu des postes. Et ensuite, on a remasterisé les postes, tout simplement. Donc, on a repris les données, on les a réintégrées dans le poste et ensuite, on a refourni le poste au client et à l'utilisateur. Oui, là, dans ces cas-là, oui. Là, on arrive dans des cas extrêmes. Il y a des cas sur lesquels les clients nous simplement demandé de faire des vérifications sur les fichiers téléchargés. Donc, à partir de là, on regarde les logs aussi sur le poste, sur les traçabilités d'audit liées à la connexion, liées aux fichiers qui ont été téléchargés, les fichiers installés, les fichiers récupérés. On nettoie tous ces éléments-là avec plusieurs moteurs, et j'insiste sur le côté plusieurs moteurs antivirus, hein, Ouais, dont mais faire EDR. ça à grande échelle, c'est impossible. Ça, c'est possible pour une vingtaine de postes, mais faire ça sur sur une grande échelle, sur 500, 600 postes, et voire plus, c'est pas possible. Bah, on l'a fait pour certains clients, notamment dans la banque, où on avait des bancs de récupération de postes et des bancs de nettoyage. Après, effectivement, ça implique, et là je vous rejoins, hein, ça implique une logistique. C'est-à-dire qu'on récupérait des bancs de postes, et comme on faisait des bancs de postes de déploiement pour des clients, bah, de la même façon, on récupérait des postes des utilisateurs, on faisait des bancs de nettoyage, des bancs de remasterisation, et on refournissait. Ah Ça oui, si on implique effectivement. remasterise, là je suis d'accord. Mais c'est vrai que vraiment nettoyer, aller voir les téléchargements, les logs et tout, bah ça c'est si on a le temps, quoi. Ah bah, c'est parce qu'on a des mécaniques automatisées au niveau de notre SOC qui nous le permettent. Effectivement, Ouais, passer la main derrière chaque poste, je suis d'accord avec vous, ça prend une éternité. Euh, ah ouais, on est, ok. on est bien d'accord, Monsieur Garot, hein. Là-dessus, non, nous on a travaillé sur des outils qui sont automatisés, qui permettent de remonter des éléments. Et quand on avait des doutes sur les remontées d'alerte, quand par exemple on voyait à travers ce premier nettoyage qu'il y avait des traces, plutôt que de nettoyer, on prenait le poste, on récupérait les données, on le formatait et on refournissait le poste. Ok. Mais bon, nous on est peut-être un petit peu parano depuis que je suis arrivé chez Tipco du coup. Non, mais après, c'est vrai que moi, une chose qui me paraissait pas mal, c'est le VDI. Enfin, par exemple, chez VMware, c'est le VDI. C'est vrai que Oui, c'est un peu la solution. Je pense que c'est une des solutions qui va être amenée à se déployer encore plus dans ces contextes-là, quoi. Ça a pas mal alors d'avantages. ça a pas mal d'avantages et effectivement, on rentre sur des problématiques autres, c'est-à-dire que le VDI, c'est quelque chose qui quand même existe depuis maintenant une vingtaine d'années. Euh, à l'époque, la problématique du VDI, c'était la bande passante. On voit Mm. bien qu'aujourd'hui, sur le territoire, on a de plus en plus accès à des connexions rapides et le coût d'accès à ces connexions rapides est vraiment de moins en moins important. Donc effectivement, la réflexion de mettre en place des bureaux à distance sont intéressants. Se pose la problématique de la disponibilité des environnements ensuite, parce que vous subissez une attaque sur votre infrastructure VDI, c'est pas un utilisateur qui est impacté, mais c'est toute l'entreprise. Donc il y a aussi toutes ces considérations du risque cyber que vous posez plus sur le poste, mais peut-être plus sur l'infra. Donc ça nécessite une réflexion différente. Mais je suis d'accord avec vous, Mm. d'un point de vue Ouais. gestion de poste, gestion utilisateur, on facilite un peu les choses. Mm. Ok. Du coup, je continue un petit peu. Un Oui, message, encore? Allez-y. Alexandre, oui, de Franck Gérand dans le chat, qui nous dit vérifiez aussi en veille les sites de l'ANSSI, l'ARCEP par exemple, pour la recrudescence des maux de tête. Actuellement, la veille du RSSI et de ses équipes est importante et un point clé. Absolument. Alors malheureusement, tout le monde n'a pas un RSSI ou un poste équivalent dans les entreprises, mais on peut aussi espérer que dans les équipes techniques, il y a toujours un petit gars passionné par la sécu et que du coup fait cette veille. Et effectivement, il y a une vraie actualité sur Emotet. Alors Emotet, pour vous donner un petit historique, ce n'est pas un ransomware, c'est plutôt considéré comme un fichier troyen, donc qui se pose et qui lance des actions pour récupérer de la donnée sur le poste.
L'intérêt de Emotet aujourd'hui se pose parce que déjà sa signature a été fortement modifiée et difficilement détectable par des virus, par des antivirus. Et en plus, Emotet est devenu un environnement un peu Sioux dans le sens où dans les antivirus modernes, on intègre notamment des analyses de scan par sandboxing, c'est-à-dire par exemple, alors j'essaie de vulgariser, hein, si c'est pas clair, vous me dites, hein. C'est-à-dire par exemple un fichier qui est téléchargé sur le poste va être récupéré sur un environnement de test qui est un environnement généralement virtualisé et l'exécution de ce virus va se faire de façon sécurisée sur cet environnement de test. Et l'environnement de test va dire si c'est bien un virus ou pas. Ça s'appelle du sandboxing. Là aujourd'hui, ce qui est rigolo avec Emotet, enfin rigolo, hein, c'est ironique ce que je dis, c'est que lorsque le virus est récupéré sur le poste, il peut s'exécuter. Lorsque le virus détecte qu'il va être analysé dans un environnement virtuel type sandboxing, il va devenir complètement inerte. Et ben dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le sandboxing et donc l'antivirus considère que le fichier est inoffensif, ce qui n'est pas le cas. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, les virus aujourd'hui, comme Emotet, mais malheureusement d'autres ransomware comme Maze, etc., sont des virus qui sont de plus en plus évolués, qui utilisent des protocoles et des algorithmes très avancés. Et le message que je veux faire passer, c'est que il ne suffit pas d'investir massivement sur des moyens technologiques. On a parlé d'EDR, on parle de sandboxing. Les technologies aujourd'hui d'attaque sont devenues tout aussi sophistiquées que les solutions pour se protéger. Donc, c'est un peu la course contre la montre. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de se protéger, c'est quand même l'utilisateur qui doit être entraîné et pouvoir appliquer les bonnes pratiques à travers un entraînement systématique. Est-ce que ça répond aux questions? Je pense que oui. Merci Alexandre. De rien. Je continue. Comment se préparer un retour serein d'un poste et de l'entreprise et du salarié dans l'entreprise? C'est par exemple renforcer. Renforcer quoi? Renforcer d'un point de vue technique déjà des configurations, renforcer la configuration des firewalls. On était peut-être avant le Covid, on était peut-être plutôt permissif sur les flux, sur les points d'accès, sur le nombre d'accès et sur les ports autorisés. On fait un audit de ces firewalls et on regarde par rapport à la configuration de ces firewalls si les règles de sécurité sont conformes aux usages et si on peut pas les renforcer. Pardon. Ce qu'on fait également, c'est qu'on renforce la configuration antivirus. Généralement, pour des raisons d'économie de ressources sur les postes, les configurations antivirus sont souvent, et je dis bien en général, hein, c'est pas un cas précis, mais souvent configurées au plus light, c'est-à-dire pour impacter le moins les performances du poste, l'antivirus va agir le moins possible sur le poste. Or, on s'aperçoit, et comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a des virus qui sont devenus très très complexes. Et pour que ces virus complexes soient détectés, il faut que les configurations antivirus soient adaptées et qu'on renforce vraiment leur capacité de détection. Donc, revoir la configuration antivirus et les rendre un peu plus paranoïaques pour détecter plus de choses, au détriment des performances. Parce que ce qu'on n'a pas dit, par exemple, les solutions EDR ou des solutions d'analyse type heuristique sont des méthodes d'analyse qui sont plutôt consommatrices entre CPU et RAM sur les postes ou les serveurs. Ensuite, ce qui est important, c'est renforcer les pratiques. Donc, mettre à la fin des usages à risque, par exemple l'utilisation de protocoles non sécurisés ou d'utilisation de systèmes de connexion qui sont également non sécurisés, et plutôt à l'inverse, mettre en place des solutions sécurisées d'accès à distance. Alors, ça peut passer par VDI, ça peut passer par du VDI pour peu que l'environnement de VDI soit sécurisé et à jour, avec une stratégie de mot de passe adaptée, mais aussi des tunnels VPN qui sont bien configurés et à jour. Donc, tous ces éléments-là qui doivent être pérennisés. Autre élément qu'on a mis en place, nous, dans le retour des salariés, c'est-à-dire la réinitialisation des mots de passe. On a réinitialisé les mots de passe de nos utilisateurs. Les clients ont réinitialisé les mots de passe des utilisateurs pour la simple et bonne raison que il est possible que dans certains cas, les mots de passe aient pu fuiter et pu être utilisés à des fins non prévues. Et par précaution, par élément de précaution, pour ces entreprises, on a considéré nécessaire de faire une réinitialisation des mots de passe. Autre élément pour bien se préparer au retour du salarié et se mettre dans une situation de travail à distance, c'est analyser ce qui s'est passé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'il s'est effectivement rien passé sur mon système d'information ou est-ce que, par exemple, des bots sont venus s'installer sur mon poste ou sur mes serveurs sans que je le sache. Donc, analyser les logs, détecter un petit peu ce qui s'est passé sur vos équipements. Alors, on parle des logs, par exemple, de firewall, des logs de messagerie, les logs d'antivirus,
ça peut être malheureusement chronophage, mais en tout cas, ça peut être intéressant de faire cette analyse pour voir ce qui s'est passé. Testez les sauvegardes, je le dis et le redis, testez les sauvegardes et testez vos restaurations pour s'assurer que les sauvegardes et la stratégie de sauvegarde que vous avez mis en place fonctionnent bien. Réaliser un audit AD, c'est bête et méchant, mais on s'est aperçu par expérience, parce qu'on réalise souvent des audits chez nos clients au niveau de l'AD, que les comptes AD étaient généralement au niveau utilisateur plutôt bien configurés avec des stratégies de mot de passe complexes, etc. Mais on s'est aperçu qu'on avait trouvé des protocoles comme SMBV1 qui sont des protocoles obsolètes et qui sont fortement utilisés pour l'exploitation de failles, qui étaient encore en place sur beaucoup d'Active Directory, des Active Directory qui étaient obsolètes aussi, des GPO qui présentaient des comptes système dont les mots de passe n'avaient jamais été changés et qui avaient des mots de passe triviaux. Pourquoi un audit AD? Tout simplement parce que l'Active Directory, c'est un peu le Graal pour les attaquants. Dès lors où ils arrivent à accéder à un AD et avoir des droits d'administrateur sur un Active Directory, sur l'annuaire de l'entreprise, ça leur permet de faire tout ce qu'ils veulent sur le système d'information. Donc, réaliser un audit AD, identifier les manquements, les failles ou l'obsolescence de cet AD pour protéger l'entreprise. Et puis bon, une petite conclusion par rapport à cette situation de retour entre guillemets à la vie normale, ou en tout cas de prendre en compte le télétravailleur dans l'entreprise, c'est déjà tenir compte des nouveaux usages et des outils pour les adapter à un contexte de nomadisme, donc c'est-à-dire le télétravailleur, mais aussi quelqu'un qui travaille à l'extérieur. C'est aussi prendre en compte que quand vous allez être sur une entreprise qui était très internalisée, mettre en place une roadmap, on va dire, de projets de cybersécurité adaptés à ces nouveaux usages et à ces nouveaux risques. Ça passe notamment à ce que je disais sur l'analyse de risque. Et puis de tous les cas, c'est aussi d'être en mesure de pouvoir agir efficacement si demain, vous devez reprendre la décision d'externaliser massivement vos salariés pour travailler. Dans le cas, par exemple, d'une situation de reconfinement, ce que je n'espère pas, bien sûr. On a un message de Franck Gérant qui nous dit, pour le renforcement, insister sur l'utilisation du MFA et s'assurer que tous les échanges soient chiffrés. De notre côté, si l'utilisateur signale un souci de sécurité, nous désactivons le poste avec MS Intune, idem pour les téléphones. Très bien, ça c'est un élément important. Effectivement, d'avoir une bonne gestion et un bon management de votre parc est important. Avec du mobile device management, donc donc ce que disait Monsieur Gérant, je crois, sur la partie téléphone, mais aussi sur la partie poste, avec du SCCM, par exemple sur des postes Microsoft, on est en capacité, lorsqu'il y a une alerte, de pouvoir désactiver le poste, le cloisonner complètement, le couper du réseau, de sorte que ça limite une propagation d'attaque. Et la stratégie de MFA, c'est aussi une bonne réflexion parce que le mot de passe seul ne suffit plus. Je prends l'exemple pour vos usages personnels. Moi, par exemple, je me connecte à partir de mon téléphone à mon compte bancaire. Mon compte bancaire, je me connecte avec un login, un mot de passe, et ensuite je reçois un texto qui me demande un code pour m'assurer que c'est bien moi. C'est ça le MFA. Le MFA peut être développé systématiquement, mais aussi pris en compte dans un contexte. Je vous donne un exemple. Vous allez mettre en place du MFA. Si l'utilisateur se connecte en interne, il n'aura pas besoin d'avoir une double authentification. Par exemple, s'il se connecte par exemple en Wi-Fi dans une gare, quel qu'il soit, ce que je ne recommande pas forcément, mais ça peut arriver, et le MFA va s'activer pour s'assurer que la personne, dans ce contexte, doit nécessairement s'authentifier 2 fois. Donc effectivement, se prémunir de la détection et de renforcer la sécurité à travers des outils qui permettent de désactiver à distance les environnements techniques et des solutions d'authentification renforcées pour permettre justement qu'on contrôle bien l'authentification des utilisateurs. Pas d'autres remarques, Laura? Non, c'est tout pour le chat. Très bien. On en arrive à la conclusion de ce webinaire et de cet échange. La conclusion que je me permettais de vous présenter, c'est que au regard de ce qui s'est passé lors du Covid et des conséquences dans les usages, le Covid a mis en lumière des lacunes cyber, mais des lacunes cyber qui existaient déjà. Il y a vraiment, il faut bien comprendre que ce n'est pas le Covid qui a justifié ces lacunes. Ces lacunes se sont renforcées et se sont avérées de plus en plus importantes. En termes d'organisation, déjà, la situation d'urgence, de crise induite par le Covid a mis en exergue que la gestion de crise n'était pas forcément quelque chose de maîtrisé et mature dans les entreprises. En termes de détection également, on s'est aperçu que le Covid a été un élément accélérateur
de manque de moyens de détection dans les entreprises d'un événement de sécurité. Aujourd'hui, encore une fois, les entreprises ont pour réflexe de se dire cybersécurité égale firewall, égale antivirus, égale mettre en place des solutions de protection. La protection, c'est bien, mais la détection, c'est mieux, et surtout, la réponse à incident, c'est encore mieux. Et la réponse à incident ne peut se faire qu'avec des moyens souvent humains ou des compétences externes pour s'assurer que les solutions mises en place peuvent permettre de protéger le système d'information. Et puis des éléments de lacune que je considère au niveau assurantiel. Encore une fois, je milite pour inciter les entreprises à souscrire à une assurance cyber parce que ça sauve des entreprises du dépôt de bilan, clairement. Donc c'est un élément important qui rentre pas forcément dans la situation, on va dire, de traiter un incident de sécurité, mais qui va traiter peut-être les conséquences à l'échelle d'une entreprise d'un incident de sécurité. Et puis bien évidemment, le Covid et la pandémie a modifié notre relation avec le travail. Alors, le Covid a été, ce que je disais, un énorme accélérateur de la transformation digitale des entreprises. C'est clair que ça a été un argument beaucoup plus fort que les projets qui étaient milités depuis des années par les DSI pour transformer de façon digitale les entreprises. C'est le Covid qui a incité la mise en place du travail à distance, la mise en place du nomadisme, la mise en place de solutions de digitalisation ouvertes sur Internet, la vulgarisation de la visioconférence comme aujourd'hui, des choses qui n'étaient pas forcément dans les usages pour beaucoup d'entreprises jusqu'ici. La conséquence de tout cela, c'est que le travail à distance, la digitalisation, l'externalisation des entreprises au niveau d'Internet, ça ouvre de plus en plus de failles à l'extérieur et donc nécessite une stratégie cyber adaptée à ces contextes d'entreprises de plus en plus ouvertes. Et je dirais, la petite question que je me pose un peu philosophique pour mes collègues, clients, DSI, RSSI, c'est comment on peut défendre un budget cybersécurité quand on sait que les entreprises ont subi fortement la crise du Covid et de la pandémie et que de cette crise, on a découlé des impacts économiques très forts. Alors que la cybersécurité devient, tout en même temps que la crise du Covid, un enjeu de plus en plus important. Et voilà, j'en reste ici pour le webinaire. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions éventuelles par rapport à cette conclusion? Partagez vos points de vue. On a une question de Florent Bonneau qui nous demande, alors je reprends la question, est-ce que vous avez une idée du coût par utilisateur, le coût de mise en place de toutes les mesures de sécurité et les différents logiciels et prestations extérieures? Oui, j'ai une idée. Est-ce que vous voulez que je vous donne le détail tout de suite maintenant ou voilà, là par contre j'aurais plus de mal à vous donner des détails, mais effectivement on peut peut-être en discuter plus par la suite pour vous donner une idée, un estimatif de par exemple la mise en place de solutions de sécurisation type SOC, type par exemple des solutions de détection antivirus EDR. Le coût à l'utilisateur est effectivement un élément de calcul pour une DSI et un élément de ROI aussi à prendre en compte. Et dans nos chiffrages, ça permet justement de se projeter. Ce que je vais peut-être compléter par rapport à votre question, c'est que par exemple aujourd'hui dans la vue budgétaire d'une DSI, la vue sécurité, ça représente pour la plupart des DSI le budget de 1 à 5%. La préconisation de l'ANSSI en termes de budget sécurité pour les entreprises, au niveau, ça doit représenter au minimum, je dis bien au minimum, 20% du budget d'une DSI. Donc c'est quand même pas les mêmes ratios et ça peut être forcément impactant pour des projets de transformation. Et alors, une autre remarque qu'on a de Franck Giron qui nous dit c'est pas si philosophique la question, car la sécurité, comme la partie DPO et RGPD, est toujours difficile à vendre au sein de son entreprise qui juge que l'on ne sera pas touché. Effectivement, alors je suis pas très bon en philosophie, hein, vous avez remarqué, mais dans tous les cas, aujourd'hui, difficile de percevoir un codir sur l'intérêt d'investir sur de la cyber. Je mets à part le RGPD parce que le RGPD a un cadre réglementaire et ça a été vécu comme une contrainte administrative. Et jusqu'au jour, et malheureusement, c'est un message que j'essaie de faire passer aussi, c'est que beaucoup de nos clients ou beaucoup des prospects que je rencontre viennent nous voir dans des situations un peu d'urgence.
on est souvent vu comme des pompiers au niveau de la cybersécurité chez TIBCO. Et ce que j'essaie d'expliquer à ces dirigeants, c'est arrêter d'appeler des sociétés spécialisées en cyber ou qui font de la cybersécurité pour agir en mode pompier. Nous, ce qu'on a envie de faire plutôt, c'est de leur apprendre à se servir d'un extincteur, si je reprends l'image. Donc, et tout ce travail de sensibilisation, tout ce travail de préparation, ça doit permettre à une direction générale de prendre conscience des enjeux. Que la cybersécurité, ce n'est pas une lubie d'informaticiens, ça fait couler des entreprises, ça fait aujourd'hui tomber des boîtes, et c'est important de prendre en compte ce facteur dans la pérennisation des entreprises. Donc ça passe par de la communication, ça passe par de la démonstration, ça passe aussi par des enjeux budget à prendre en compte dans une vue globale de l'entreprise. Et c'est effectivement difficile à défendre. Mais arrêtons d'être les pompiers. Je veux vous apprendre à utiliser un extincteur, moi. Et justement, au niveau des extincteurs, on a une question de Guillaume Pileux qui nous dit: les extincteurs ne sont-ils pas imposés par les assureurs? Pas nécessairement. Dans le cas d'une cyberassurance, vous allez être nécessairement sollicité pour présenter vos preuves de mise en place de protection, mais dans les assurances type responsabilité civile, la sécurité du système d'information est très peu évoquée. Alors, j'interviens juste, c'est pour faire l'analogie avec ce que vous disiez, parce qu'en fait, nous dans l'industrie, les solutions de sprinklage ou d'extinction sont imposées par les assureurs. Si Oui. on écoutait la direction générale, elle le ferait pas. Elle préfère prendre le risque. Et en fait, l'analogie est identique avec la sécurité informatique. C'est-à-dire que tant que c'est pas imposé par un assureur, presque, j'ai envie de dire, on prend le risque. Malheureusement, c'est pas nous qui prenons la décision, c'est la direction générale. C'est un peu le pendant, quoi. C'est un peu ça. Je suis très d'accord avec votre remarque, Monsieur Pilleux. Le fait que vous ayez la mise en place de solutions de sprinkler ou de protection physique des locaux ou d'un site sont induits par une assurance qui elle-même est induite par une obligation légale d'avoir une responsabilité civile quand on a une entreprise. Donc effectivement, il y a un cadre réglementaire qui l'impose. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun cadre réglementaire qui dit que toutes les entreprises doivent avoir une police cyber et que dans cette police cyber, on impose aux entreprises d'avoir des firewalls, des moyens de détection, etc. Malheureusement. Mais je ne dis pas que demain, ça devrait se faire. Ça ne durera pas, je pense. Je pense que ça durera pas. Mais non, mais quand les assurances commencent parce que vous avez des assurances dirigeants, des choses comme ça qui prennent en compte des risques ou des assurances cyber. Quand l'assureur paye une fois, derrière, il vous demande quand même de mettre en place des choses. De toute façon, la facture, elle fait que vous êtes obligé de mettre en place des choses, parce qu'après. Forcément, tout à fait. Donc c'est clair que la police l'année suivante, elle vous coûte cher si vous faites rien. Encore vous êtes radié. Donc effectivement, là, mais c'est encore le coup de soit de dire le cadre réglementaire vous impose des choses, soit le chéquier vous impose des choses. Et là aujourd'hui, j'ai une vraie réaction face à ces enjeux de cybersécurité. C'est les entreprises qui ont déjà vécu une attaque ou des entreprises qui connaissent quelqu'un d'une entreprise proche en termes de métier ou de relations qui ont subi une attaque et qui ont cette prise de conscience. Mais malgré tout, cette présentation se destine pas forcément à toutes les entreprises. Il y a des TPE qui n'en connaissent absolument aucun tenant et aboutissant. Le cas des entreprises qui ont mis en place des postes de travail non sécurisés, ce sont des TPE qui ont peu de moyens et qui aujourd'hui voient l'outil informatique comme une contrainte avant toute chose. Donc si en plus on leur ajoute la cyber, ça devient encore plus compliqué à défendre d'un point de vue budget. Voilà, en tout cas, un véritable enjeu. Oui, Laura? Et dans le chat, Florent Bonneau nous dit que non, l'assurance chiffre le montant de la police d'assurance chiffre le montant de la police d'assurance en fonction de ce que l'on met en place, elle n'impose rien. D'assurance cyber, on est d'accord, tout à fait. Effectivement, elle n'impose rien. Néanmoins, comment vous dire, nous on a été sollicité par des clients pour justement étudier la police cyber. On avait fait des chiffrages en disant on part de votre existant, vous avez une police cyber qui coûte, on va dire, 10 000 €. Si on met en place des solutions de sécurité en amont, votre police cyber est divisée par 3. Donc, quelque part, sans imposer des choses, la police cyber prend en compte l'existant, effectivement,
mais le coût de cette police est induit par aussi la maturité du système d'information en termes de sécurité. Donc, indirectement, c'est une incitation à se protéger. Alexandre, On tout à l'heure, en tu a pas. parlais, je dirais, de le TIPCO et tu me citais. C'est vrai que nous, TIPCO, en tant que, moi, je peux témoigner en retour d'expérience comme utilisateur, hein. Donc, c'est vrai qu'on a renforcé les campagnes de phishing de notre côté et on a mis en place quand même depuis avant le Covid, des webinaires pour la sensibilisation du collaborateur parce que finalement, on s'est aperçu que les emails en termes de communication, etc., ne suffisaient pas et on a été jusqu'à évaluer les collaborateurs via du QCM. Et l'avantage que ça apporte dans ces QCM, on a les réponses, je dirais, aux questions sur lesquelles on n'avait pas, je dirais, la connaissance via des partages documentaires, ce qui nous a fait, je dirais, grandir en tant qu'utilisateur. Et c'est surtout un process qu'on a intégré aussi pour les nouveaux arrivants, parce que là, c'est vrai qu'on parlait des collaborateurs qui sont en place. Par contre, les nouveaux arrivants qui vont arriver dans l'entreprise actuellement, qui vont passer de l'entreprise en mode télétravail, ben, il faut qu'ils soient sensibilisés d'un coup. Et nous, on a été jusqu'à de l'évaluation qui a été un bénéfice pour l'entreprise, pour notre RSSI qui est plus en confiance envers l'ensemble des collaborateurs. Tout à fait. Le volant de sensibilisation est un élément important, tout comme mettre en place des moyens de sécurisation et des moyens de détection, de réponse, d'assurance. Il faut voir la cybersécurité comme une temporalité classique, hein, c'est se protéger, savoir réagir en cas de problème, pérenniser l'entreprise à travers des moyens assurantiels et puis construire un socle de défense qui tient compte des utilisateurs. Et Franck Gérard nous demande dans le chat si vous avez des exemples de questions de ce QCM, car c'est une idée intéressante. Oui, on a des exemples. En fait, on est sur des cas d'usage. Donc, des exemples du QCM, ça va être dire, par exemple, je récupère un mail d'un utilisateur de quelqu'un que je connais, mais dont son orthographe est mal écrite. Est-ce que ce mail est légitime ou pas? On va peut-être afficher une capture d'écran. Ça va permettre à l'utilisateur de se dire, bah, est-ce que ce mail est légitime ou pas? Et il va répondre au QCM. On a plusieurs aussi mises en situation dans un contexte. Après, je serais curieux de voir le cadre RGPD par rapport à ces QCM, du coup. Le cadre RGPD, c'est qu'il est traité en interne, déjà. Le traitement de la donnée, elle est faite. Une fiche de traitement spécifique avec le recueil des données. Enfin, c'est pareil. Bon, ça n'a rien à voir avec la cyber du coup, hein, mais c'est des contraintes encore plus en ce moment. Je crois que c'est une période où il faut se méfier aussi de ça, quoi. Effectivement, vous avez raison. Le RGPD nécessite un consentement dans le traitement des données personnelles, mais là, on est dans un contexte où on est dans l'évaluation. Les éléments statistiques sont utilisés uniquement dans le cadre de cette évaluation. Donc, le RGPD est tenu compte puisque forcément, on le traite en interne dans le cadre du règlement mis en place, mais en plus, on ne traite que des éléments statistiques. À titre d'exemple, là où je vais rejoindre votre point de vue, c'est que j'ai des clients qui me disent, par exemple, dans le cadre des campagnes de phishing que vous faites, monsieur le client, j'aimerais que vous me disiez les utilisateurs qui sont tombés dans le piège et qui ont mal joué l'exercice. Et là, je leur dis non. Je leur dis non parce que nous, on traite la donnée de façon anonyme et statistique. On est capable de redonner des résultats précis. Mais par contre, on a un devoir déjà de transparence vis-à-vis du RGPD, c'est-à-dire qu'on n'a pas à remonter de façon nommée les statistiques ont été traitées de façon ciblée. C'est même pas qu'on n'a pas le droit de les nommer, c'est que d'un point de vue conservation des données, on ne doit pas les conserver ou juste sur un délai. Alors ça, c'est pareil. Tout à fait. Et là, par exemple, ça rejoint aussi nos pratiques. Dans le cadre des audits qu'on mène ou les campagnes de phishing, lorsque la campagne est terminée, les données sont supprimées. On ne garde rien sur le système d'information. C'est ça. C'est ça, ouais. Une petite précision sur le QCM, ce que disait Alexandre, ce qui est important en tant qu'utilisateur, c'est des visuels. Parce que de voir un mail qu'il faut pas faire ci, qu'il faut pas faire ça. Par contre, quand j'ai une capture d'écran qui dit est-ce que ce mail-là est bon et authentique ou pas, et là l'utilisateur s'investit à dire ah oui là il y a bien une faute, j'avais pas vu en premier abord, voilà. Et je pense que moi ce que j'ai retenu c'était le visuel finalement. Bah, je vais le dire. Moi, juste nous de notre côté, on évalue alors, la ligne de défense. Hein, je considère que c'est une ligne de défense des utilisateurs. En fait, on fait des campagnes de phishing avec une plateforme qui s'appelle GoPhish. Hein, c'est open source.
en interne. Donc on a des stats, ça nous permet de déterminer ce qui va pas, jusqu'où vont les utilisateurs, hein, c'est pareil. Oui. Vous avez des gens qui vont juste cliquer sur le lien, il y a des gens qui vont aller Carrément donner saisir leur mot de l'information passe. dans un formulaire, exactement. Donc en fait, vous avez des stats, ça vous permet de savoir à peu près où taper, entre guillemets. Enfin, l'objectif c'est où s'attarder sur la sensibilisation. Même si, et derrière, on fait la plupart du temps, en fonction de ces résultats-là, une petite piqûre de rappel avec un focus. Éventuellement, faites attention à ça, ça peut arriver, quoi. Voilà. Après, bon, les gens savent que on est susceptible de faire des campagnes de phishing, et surtout, on essaie un peu aussi de, les désensibiliser, enfin, d'éviter de les traumatiser avec ça, en se disant voilà, si vous avez un doute, dans tous les cas, si vous avez un doute, vous ouvrez pas et vous consultez le service informatique. Voilà. C'est souvent les gens, parce que le risque c'est que souvent les gens réagissent dans l'urgence en fait. C'est très intéressant. Mail, et donc ils cliquent dessus comme info. Et il faut surtout, vous avez un doute, et puis même, enfin, alors en plus, nous on a eu des exemples en interne où là, des gens qui utilisaient l'outil informatique pour consulter leur compte en banque personnel s'étaient récupérés juste avant une cochonnerie et en fait ils ont été appelés par leur banque 2 jours après en disant on a un virement de 20 000 euros vers les pays de l'Est. Alors là, je peux vous dire, quand on commence à toucher à l'argent des gens, ça réagit. Ça marche du premier coup. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Effectivement, c'est une remarque pertinente. Ce qui est important dans l'exercice, comme vous dites, avec GoFish, mais aussi d'autres plateformes, c'est la capacité à pouvoir analyser dans une campagne de phishing le comportement des utilisateurs. Est-ce qu'ils sont, comme vous dites, simplement contentés d'ouvrir le mail ou est-ce qu'ils sont allés jusqu'à renseigner login et mot de passe? Et ce qui est très intéressant et très important, c'est pour ça que je parle d'un entraînement. Il faut compléter des exercices par des éléments de sensibilisation, soit à travers directement la campagne de phishing avec des messages pédagogiques, donc de dire attention, soyez vigilants sur ces éléments-là par l'avenir, etc. Mais aussi à travers une évaluation de la sensibilisation, à travers des exercices pratiques qui vont être déroulés, mais un peu plus tard. C'est-à-dire, moi généralement, j'aime bien faire proposer à des clients une stratégie, un plan de sensibilisation annuel qui dit en gros, je dis en janvier une campagne de phishing, en mars une sensibilisation issue de la campagne de phishing il y a 2 mois. On va dire les gens ont oublié, mais du coup ça fait un rappel. Une autre campagne de phishing, une autre campagne de sensibilisation sur un rythme bimensuel ou trimestriel. Donc c'est très important de compléter les dispositifs et les cas d'usage. Comme disait Xavier, on fait des webinaires de sensibilisation, on fait des vidéos explicatives sur des formes vraiment ludiques et très positives aussi. Là où le message que vous passez, ce PIE est important. Nous, TIBCO, on incite là-dessus nos clients, on ne systématise pas, on stigmatise pas l'utilisateur malveillant. On part du principe que c'est vraiment, comme vous dites, la ligne de défense. Il faut leur apporter une vision positive de cette cybersécurité à travers des messages bienveillants, mais aussi un accompagnement de sensibilisation pour que justement ils comprennent que tout l'enjeu réside à la fois dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans ses propres usages. Et des usages personnels, notamment, comme vous disiez, le cas du compte en banque, etc. Oui, eh ben, merci Alexandre pour ton intervention et puis merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir posé des questions et d'avoir interagi avec nous. Donc le webinaire sera disponible en replay prochainement et puis je vais vous envoyer donc là à l'issue un petit mail bilan donc avec le support de présentation, les contacts chez TIBCO et puis un petit questionnaire pour recueillir votre avis en quelques minutes. Voilà, et ben merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci de même.